Europe 1 matin. Le club de la presse européen, le suicide assisté et ou l'euthanasie vont-ils bientôt être légalisés en France? Emmanuel Macron va dévoiler ce matin la suite qu'il entend donner au débat sur la fin de vie après les conclusions de la Convention citoyenne. Cette dernière, après 27 jours de débat, s'est prononcée pour une aide active à mourir assortie d'importantes restrictions. On va en parler ce matin avec nos deux plumes du lundi. Bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Dimitri. Journaliste au point, bienvenue. Charlotte Dornelas également. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles. On parlera aussi de cette législative partielle en Ariège qui se solde par une victoire d'une socialiste canal historique. Et alors on peut dire que toutes les barons de cette tendance-là ont fait le pèlerinage de foi ces derniers jours. Mais d'abord, la question de la fin de vie. Alors, il y a plusieurs entrées, si je puis dire, à ce difficile sujet. Charlotte, je vous laisse choisir. Il y a la question proprement de la fin de vie, la question des moyens qui sont apportés, dans quelles circonstances, pourquoi. Il y a la Convention citoyenne également, qui est un sujet à part entière. Une de plus, pour quelle légitimité? Vincent Trémollet de Villers posait la question ce matin. Et puis, il y a évidemment l'opportunité politique de lancer un tel sujet maintenant au choix. Qu'est-ce qui vous intéresse? Non, mais je crois que le sujet du jour, c'est évidemment cette convention citoyenne sur laquelle il y a beaucoup à dire, puisque c'est sur la méthode par laquelle on apporte ce sujet dans le débat public, sujet qui est suffisamment lourd pour qu'on l'aborde, je ne sais pas, avec prudence et avec un débat qui soit beaucoup plus large. Là, il faut dire que Emmanuel Macron, vous vous souvenez, en septembre dernier, disait à Lynn Renaud, la phrase exacte, c'est le moment de le faire, alors nous ferons. Ensuite, il lance cette convention citoyenne organisée par le CESE, dont le président s'est déclaré avant même la convention en faveur de l'euthanasie. Et ensuite, vous avez 184 personnes qui sont tirées au sort, donc 40, ce qui n'est pas rien quand même, écrivent, en l'occurrence, il y a quelques semaines au Figaro, en disant on se sent manipulé parce que les débats ne sont pas du tout ouverts, on nous impose des choses et au moment de la votation, on n'a plus tellement de choix. Alors ce ne sont que 40 personnes sur 184, mais elles-mêmes sont choisies au hasard. Donc sur la question de la légitimité, il y a une question qui se pose. Et ensuite, sur la question de la représentativité, si vraiment on veut expliquer que c'est un débat citoyen extrêmement large, sur la question de la représentativité, c'est un débat sans les soignants qui, pour une immense part d'entre eux, que ce soit l'Ordre des médecins, l'association des soins palliatifs, qui dit attention parce que nous, ça va peser extrêmement lourd sur nous, c'est pas à nous de le faire, et les personnes en fin de vie qui, elles, ne sont pas représentées dans cette convention citoyenne. Ça fait beaucoup quand même sur quelque chose qui devrait donner la légitimité au président pour s'exprimer là-dessus, pour prendre la décision plus exactement. Sur ces réticences de nombreux soignants, la Convention citoyenne, malgré tout, dans ses conclusions, en tient compte. Ils en tiennent compte, mais ça ne change rien. A peut-être un peu mieux fonctionné que les précédentes. Je pense à notamment c'est intéressant justement parce qu'en dépit de toutes ces préventions, je trouve que le résultat est assez équilibré. Et quand vous lisez la plus de soixantaine de propositions qui est issue de ces discussions, elles prennent en tout cas en compte, elles reflètent bien la diversité des points de vue et la complexité du sujet. Il faut aussi se souvenir que elle propose. On voit justement qu'il n'y a pas de consensus. Il y a un consensus. Contrairement à ce que l'on dit toujours. Contrairement à ce qu'on dit, on voit qu'effectivement il y a un consensus sur le fait qu'on veut pas que les gens souffrent à la fin de leur vie. Évidemment, ça fait consensus. Le consensus sur le fait qu'il ne faut pas abandonner le malade et pour que celui qui veut mourir, contrairement à celui qui va mourir, on puisse proposer une réponse sociétale. Mais on ne dit pas quelle réponse sociétale. Effectivement, il y a le suicide assisté qui est différent de l'euthanasie. On voit que les portes restent quand même assez largement ouvertes. Et si le Parlement devait légiférer là-dessus, bien sûr, les débats seraient toujours ouvert et extrêmement riche. Je trouve en tout cas un point très intéressant qui ressort aussi de cette convention, c'est que les conventionnaires ont bien identifié le problème principal, qui est celui du bien vivre ces derniers instants, et ils proposent un droit opposable aux soins palliatifs, parce que... Mais ça commence quand la fin de vie, Géraldine Vosner? Ça commence au moment où on souffre. Un tiers des départements ne propose pas d'accès aux soins palliatifs, qui est le plus gros scandale qui entoure ce débat. Comment voulez-vous... Parce qu'on a sous-développé les soins palliatifs, il faut accorder un droit à la fin de vie. Comment voulez-vous légiférer sereinement quand ce préalable-là, qui est les soins palliatifs, aussi la psychiatrie,
qui est sinistré, alors que beaucoup des dépressions, des souhaits exprimés de suicide sont liés à des dépressions mal prises en compte. Charlotte Dornelas. Sur la question du rapport lui-même, je suis absolument d'accord. C'est extrêmement équilibré, même parfaitement nuancé dans les différentes options. C'est vrai. Mais souvenez-vous du rapport du CCNE sur la PMA pour toutes. Ils s'étaient toujours opposés à ça. Et donc, quand ils ont donné leur accord, vous lisiez le rapport entier du CCNE, vous disiez à la fin, ils sont contre. Et maintenant, ils étaient pour. Et c'est la seule chose qui a compté. Tous les méandres de nuances absolument nécessaires sur le sujet ne seront pas pris en compte au moment où Emmanuel Macron va dire j'ai le blanc-seing de la Convention citoyenne, de la même manière qu'il avait dit j'ai le blanc-seing du Conseil consultatif national d'éthique. Oui, le Parlement, mais le problème aussi, c'est que le Parlement, les débats seront portés d'une manière différente que sur le terrain médical ou sur la question de la fin de vie. Et ensuite, sur la question... Enfin, moi, c'est ça qui me fait peur, en tout cas. Après, je peux être surprise par l'avenir, hein, avec plaisir. Mais, et ensuite, sur la question de la fin de vie, c'est exactement comme sur la question des retraites. On s'est tous dit, ils n'ont pas commencé par le début. Bah là, c'est pareil. Comme il n'y a pas assez de soins palliatifs, on va légiférer sur l'euthanasie et puis on va faire un effort aussi sur les soins palliatifs. Mais c'est cette méthode-là signe derrière la volonté de légiférer sur l'euthanasie. Moi, en soi, je n'ai pas de problème à ne pas être d'accord avec les gens, vraiment pas. Simplement, j'aime pas que les gens me prennent pour une idiote. Donc j'aimerais bien qu'ils soient francs en fait sur la volonté réelle de cette loi et de ce qu'ils veulent faire exactement. Et là, ils essayent un peu de noyer le patient. Vous pensez que la Convention citoyenne, c'est un peu de poisson pilote dans cette affaire, comme d'habitude, en fait, quelle est la légitimité d'une Convention citoyenne? On l'a posée sur toutes les questions, on va la poser aussi sur celle-là. Parce qu'Emmanuel Macron a beaucoup louvoyé sur cette question de la fin de vie. Effectivement, il a fait cette promesse à Aline Renaud. Peut-être que sincèrement, son opinion n'est pas arrêtée, comme c'est le cas pour énormément de gens concernant un débat extrêmement complexe. Moi, je vous avoue qu'on a beaucoup travaillé ces sujets. On est très marqué quand on entend des témoignages de personnes qui la réclament, cette euthanasie, et très marqué quand on rencontre un médecin, un spécialiste des soins palliatifs qui vous explique que dans l'écrasante majorité des cas, les fins de vie se passent bien et qu'on ne prend pas le débat par le bon bout. Donc en fait, c'est toute une chaîne extrêmement complexe. Et ça mérite, cette convention citoyenne, elle mérite de laisser du temps justement à l'expression de toutes ces nuances et contradictions. Et d'ailleurs, vous disiez, on l'a entendu ce matin, j'ai entendu que dans votre matinale, vous faisiez parler Claire Fourcade, qui est la patronne justement de l'association des soins palliatifs. Ça fait 22 ans qu'elle travaille là-dedans et elle dit, mais c'est 3 cas dans ma carrière, en fait, qui ont demandé ça parce qu'elle ne travaille qu'en soins palliatifs et qu'elle dit cet accompagnement réduit, en fait, la volonté de mourir avant l'heure, entre guillemets, avant l'heure. Donc ça, c'est une parole qu'on entend peu quand on a des témoignages qui ne sont que des cas particuliers par la force des choses, mais qui sont tous à réclamer l'euthanasie. Et par ailleurs, vous avez ce médecin qui n'a pas, évidemment, beaucoup de presse en France, mais hollandais, qui avait, vous savez, c'est le premier pays à avoir légalisé l'euthanasie, là, cette fois-ci, et qui disait, moi, à l'époque, c'était en 2002, il a accompagné ce processus, il était pour, il a accompagné les choses, et il dit, aujourd'hui, je crains pour la France, et je voudrais vous alerter sur ce qui s'est passé chez nous, parce qu'au début, on a légiféré pour des gens qui avaient peur de souffrir au moment de la mort, et maintenant, nous accédons à l'euthanasie, on va dire, pour des gens qui ont peur de souffrir dans leur vie. Donc, toutes ces choses-là, elles doivent être présentes dans le débat, qui n'a pas vraiment lieu si ça se résume à une convention citoyenne. Bon, on va être évidemment appelé à en reparler dans les jours et les semaines qui viennent. Autre sujet d'élection en Ariège, la dissidente socialiste, canal historique, Martine Froger a battu hier lors d'une législative partielle l'insoumise Bénédicte Taurine. Alors, plus de 60% des suffrages au second tour, contre 40% à son adversaire, dans un deuxième tour à participation assez limitée, 38% de votants, c'est un peu plus que pour les trottinettes à Paris, mais tout de même. Est-ce qu'il faut y voir là, c'est très intéressant de voir qui est allé soutenir Martine Froger, Géraldine Vosner. Ah oui, c'est intéressant. Alors bien sûr, l'Ariège n'est pas la France, mais on parle quand même d'une circonscription qui a envoyé des députés socialistes depuis un siècle. C'est un truc de dingue. Donc ça vous raconte quand même quelque chose de la fracture qui parcourt la gauche. Et on a vu tout le banc et l'arrière-banc de l'opposition à Olivier Faure et à la NUP, en gros, s'engouffrer dans cette brèche et aller la soutenir, de Carole Delga à Bernard Cazeneuve, à bien sûr Maillard Rossignol, qui est le maire de Rouen. Ça montre qu'il existe quand même un espace
pour une gauche de gouvernement qui soit raisonnable, constructive et pas vociférante. C'est clairement, ils ont crié victoire hier soir. C'était assez marquant. Oui, mais est-ce que on peut parler de là d'un, comment dire, un front, un barrage anti-NUPES en formation, Charlotte Dornelas, ou c'est les querelles intestines de la... Non, mais un barrage à 38%, faut rester calme quand même, parce que ça peut nous nous donner des surprises. Olivier Dussopt a félicité le ministre du Travail, évidemment, Martine lui, il saute sur l'occasion. Oui. Ça, c'est normal. Non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant. À l'inverse, 38%, ça signe qu'il n'y a pas de soutien massif à LFI dans la séquence aussi. On peut le retourner. Personne ne s'est dit, ils font tellement le boulot en ce moment qu'on va y aller, on va aller voter dans un fief de gauche. Donc, en effet, le PS semble être une option mieux choisie que LFI aujourd'hui, même avec une abstention. Vous savez, l'abstention, ça dit toujours aussi, le degré de mobilisation aussi. Dans une législative partielle, traditionnellement, il y a toujours plus d'abstention qu'à une élection. D'accord, mais LFI aurait très bien pu ratisser extrêmement large en disant c'est un signe en ce moment dans la séquence des réformes des retraites, on a fait beaucoup de bruit, on se bat pour vous, beaucoup plus que le PS, etc. Avec Olivier Faure qui en plus était du côté de la NUPES. Pour nuancer la portée nationale aussi peut-être de ce scrutin, Bénédicte Taurine, c'était quand même quelqu'un de particulièrement caricatural qui a pu aussi un peu heurter localement, parce que elle n'était pas connue avant d'être élue, elle n'était pas engagée en politique, elle était syndicaliste mais sans se distinguer. Lui consacre un joli portrait cette semaine. Non, mais c'est localement. Elle n'est pas présente, elle n'avait pas investi sa circonscription, mais on l'a vu s'opposer à une usine d'embouteillage d'eau qui allait apporter des emplois, donc ça a pu crisper. Et puis au niveau national, on l'a quand même vu dans des marches contre le pass vaccinal avec tous les complotistes de France et Florian Philippot. Donc ça renvoie quand même une image assez troublée de la France insoumise, et c'est peut-être ça aussi qu'elle a payé dans les urnes. Merci Géraldine Vosner du Point, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Merci à toutes les deux. À lundi prochain, il est 8h55.